Bonjour, nous sommes le 13 février 2025, jeudi, en l'occurrence jeudi 13 février 2025, avec une météo qui est humide, mais il fait pas froid. Il fait pas froid pour un hiver. Les conditions météorologiques sont vraiment potables, puisqu'on ne connaît pas de vrai hiver, on n'a pas de température fortement négative, on n'a pas de neige abondante, etc., etc. Bon, je veux dire, on a un hiver, je veux dire, assez doux, assez doux, donc, qui ne ressemble pas du tout à un hiver, bien sûr. Alors, je vais montrer ici donc une vidéo qui va parler du triangle des puissances en électricité. Triangle des puissances, qui est quelque chose de fondamental, hein. Quand on étudie l'électricité, c'est fondamental de connaître, je veux dire, parce que le problème c'est qu'il y a différentes puissances. Et il faut savoir de quelle puissance on parle. Le problème il est là. Il existe différentes puissances et l'électricien doit pouvoir distinguer ces différentes puissances. Et pour ne pas parler dans le vide. Parce que dès le moment où on a l'électricité, dès le moment où on a un manque de compétences ou de connaissances, ou je veux dire qu'on n'est pas sûr de certaines choses, ben, on commence à raconter n'importe quoi. Voilà, donc, et alors bon, certains vont gober, ouais, d'autres pas, parce que s'ils ont les connaissances, ils verront qu'il y en a un qui raconte des bêtises. C'est basé sur la connaissance, et voilà. Méconnaître et montrer qu'on connaît en racontant des bêtises, bon, on se fait passer pour un plouc si, je vais dire, la personne en face voit tout de suite que il y a quelque chose qui cloche par rapport, je veux dire, au dire de la personne. Alors, beaucoup de gens, je ferai une parenthèse ici avant de commencer quoi que ce soit, beaucoup de gens, c'est vrai que, bon, ils essaient de donner une réponse pour satisfaire la personne, mais beaucoup de gens parfois se trompent, que ce soit le milieu, dans l'administration, ils préfèrent donner une réponse alors que eux-mêmes, je veux dire, ne savent pas exactement gérer la chose exacte au moment précis. C'est-à-dire, quand je dis au moment précis, peut-être qu'ils ont un cas de figure qu'ils n'ont pas eu auparavant et qui croient que ça ressemble à des cas de figure qu'ils ont eu auparavant. Et voilà, ils tentent de répondre de la manière comme ils ont toujours vu, mais en fait, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je veux dire, la personne va tomber dans un travers qui n'est pas la bonne réponse adéquate et que la personne devra aller voir ailleurs pour pouvoir avoir satisfaction. Donc, certaines personnes, au niveau des membres du personnel, voilà, d'un bureau, voilà, d'une administration, etc., bon, vont vite donner une réponse alors que ils n'ont pas la réponse eux-mêmes. Voilà, c'est pour ça que je veux dire par là, alors, la personne n'aura pas eu satisfaction. Pourquoi? Parce qu'elle verra que elle doit se déplacer à droite à gauche pour pouvoir avoir une réponse adéquate. Et c'est là qu'on verra que la personne de l'administration s'est trompée dans ses dires et a mal orienté ou a mal, voilà, donné une réponse adéquate. Alors, ceci étant dit, dans l'électricité, c'est pareil. Il y a le monde de l'électricité et de l'électronique, c'est un très vaste monde, et donc avec d'innombrables théories et des connaissances qui en découlent. Et donc, beaucoup de gens, bon, pour ne pas, je veux dire, pour donner une réponse immédiate et ne pas faire attendre les personnes, diront euh, des mauvaises des mauvaises réponses, voire des mauvaises informations. Ils vont communiquer des mauvaises informations euh, sur les connaissances électriques. Voilà. Alors s'il y a quelqu'un qui connaît, comme je l'ai dit, devant lui, bah, il va le recadrer en disant que bon, il se trompe. Voilà. Alors le tout, c'est de le faire de manière, je veux dire, quand quelqu'un se trompe, bien sûr, il faut toujours être courtois, sans ironie, et lui montrer qu'il s'est trompé. Pourquoi pas. Voilà, maintenant, si monte sur ses chevaux et qui tient à sa réponse, ben, vous le laissez, voilà, dans son monde. Et le monde ne va pas changer parce que voilà, il n'adhère pas à votre informations qui sont plutôt exactes. Alors ceci étant dit, je vais voir, comme je l'ai dit, le triangle des puissances. Alors sachez que bon, il y a trois puissances importantes en électricité, je dirais même quatre. Donc une première, alors
Bien sûr, ce sont des puissances en électricité avec des signaux, c'est pas n'importe quel signaux. Hein. Ici, je parle pas de continu, je parle pas des puissances en continu, je parle de puissances en alternatif, bien sûr. Hein. Donc, c'est des signaux, on a tous des signaux, voilà, alternatifs, sinusoïdaux. Quand je dis sinusoïdaux, c'est y compris cosinusoïdaux. Hein. Voilà. Parce qu'une cosinusoïde, c'est une sinusoïde décalée. Donc, on va dire une cosinusoïde, c'est aussi une sinusoïde décalée, mais une sinusoïde, c'est une cosinusoïde décalée. Donc, on peut passer, je l'ai toujours dit, on peut passer de cosinus à sinus, voire de sinus à cosinus. D'ailleurs, il y a les lois de la trigonométrie qui permettent de voir ça, avec ce fameux décalage de pi demi. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez cosinus x, ben, c'est sinus x, pi demi moins x. Pi demi moins x. Voilà. Donc vous voyez qu'un sinus, on peut le transformer en cosinus. Il suffit, voilà, de le décaler. Alors, ceci étant dit, bon, dans les signaux alternatifs, mais la première puissance qui vient, c'est la puissance instantanée, P de t. Alors la P de t, je rappelle que le signal sinusoïdal, il y en a deux. Pour autant que vous fermez le circuit, pour en avoir deux, parce que le courant, il faut fermer le circuit. Donc il y a la force électromotrice provenant du générateur. Voilà, on va dire qu'il y a E de t, qui est un signal qui est, voilà, on va dire, ici c'est E max, sinus oméga t, plus une phase phi 1. Voilà. Et si vous interrompez, si vous fermez le circuit à l'aide d'un interrupteur, vous allez avoir la circulation d'un courant qui est I de t. I de t, ça peut, il a la même allure, c'est un courant sinusoïdal, voire cosinusoïdal. Ici, je le mets en sinus, voilà, plus phi 2. Alors, on définit le déphasage par phi 1 moins phi 2, ou phi 2 moins phi 1, peu importe. Le tout, c'est de savoir le signe, d'avoir le signe. Voilà, pour savoir qui est en avance ou en retard, il faut savoir le signe, si c'est positif ou négatif ou nul. Alors, si c'est nul, nous aurons même phase. Hein. Donc, ils sont en concordance de phase si c'est nul. Alors, P de t, c'est E max fois I max. Alors ici, je considérais que phi est constant parce que phi 1, phi 2 n'est pas variable. Je considérais que phi 1, ici, il est constant et phi 2 est constant. Donc c'est la phase initiale, phi 1 de la force électromotrice et la phase phi 2 du courant. Enfin, la phase initiale du courant. Alors, ici, c'est ça parce que j'ai un petit problème d'écriture. Voilà. Alors, je disais que la puissance instantanée, P de T, voilà, je rappelle qu'en électricité, pour avoir une puissance électrique, vous faites tout simplement une puissance instantanée, vous faites le produit du courant par la tension. Alors vous allez obtenir, bien sûr, je l'ai développé dans une vidéo, on aura cos phi, alors phi ici, moins, alors on a une autre composante qui est E max, I max, E max. Alors ce E max, I max, on le trouvera toujours, parce que par définition, courant continu, c'est la force électromotrice fois le courant, ou tension fois courant. Tension fois courant. Voilà, tension fois courant. Et donc ici, on va se retrouver que tension fois courant, tension fois courant. Ici, c'est plutôt une force électromotrice générée par, par exemple, un alternateur. J'aurais dû mettre le circuit, mais le circuit, vous savez très bien que c'est quelque chose comme ceci. Voilà, voilà, avec ici, un récepteur qui est voilà, un dipôle. C'est un récepteur dipolaire. C'est-à-dire que c'est des circuits, voilà, que je vais voir par après, des circuits RLC, avec des composés de résistance, de condensateurs et de self. Donc ça, c'est un récepteur. Alors, j'ai pas mis une résistance, hein, là. C'est pas une résistance. Ça veut dire R, c'est récepteur. Hein. C'est-à-dire, c'est un bloc. C'est un bloc, c'est un système. C'est un système, c'est un bloc avec voilà, comment on appelle ça, des composants dedans. Des composants dedans, que je verrai plus tard. Alors, bien sûr,
Ici, il n'y a pas de courant. Ici, il y a E de T. Il n'y a pas de courant qui circule. Tant que vous n'avez pas fermé, je veux dire, l'interrupteur I, à ce moment-là, il y a un courant qui circule. Et alors ce courant-là, c'est un courant temporel. Hein. C'est un courant instantané. Voilà. Et qui va circuler. Et alors ça veut dire qu'il est alternatif. À un moment donné, il est positif. C'est-à-dire qu'il va dans un sens. Et puis il s'annule à un moment donné. À court instant. Voilà. Et puis après, il y a voilà, ici, ça passe par du négatif, ce qui veut dire qu'on a une inversion du courant. Le courant s'inverse. Le courant s'inverse. C'est un petit peu comme un pendule, hein, c'est un peu la même chose. Vous mettez un pendule comme ça, bah, il va aller par là, et puis il va revenir en arrière, et puis il va aller là, puis il va revenir, et c'est ainsi de suite. C'est un mouvement harmonique. Simplement, c'est pas harmonique, je veux dire mécanique, mais c'est un mouvement harmonique électrique. Ici, c'est comme si on avait un pendule, un oscillateur. C'est comme si on avait un oscillateur. Voilà, on a un coup. Ça passe dans un sens, ça va dans l'autre, ça passe dans un sens, ça va dans l'autre, ça passe dans un sens, ça va dans l'autre. Voilà. Simplement, ici, on a deux grandeurs. Et bon, qu'est-ce qui fait la puissance? Ben, c'est le courant fois tension. Courant fois tension. Donc, ici, bien sûr, il faut que je complète. Là, il est indépendant du temps, mais dépendant, si vous voulez, du déphasage. Par contre, l'autre, il est dépendant du temps. Voilà. Il vaudra cos 2 oméga t plus phi 1 plus phi 2. Voilà. Et donc là, vous voyez que là, il est de nouveau temporel ici. Ici, il est de nouveau temporel. C'est un signal temporel. Alors, vous voyez bien qu'on a 2 oméga t. Donc la pulsation va doubler au niveau du cosinus. Donc vous voyez que on a une composante. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est le moins que vous avez ici. Alors cette puissance peut être négative. Hein. Peut être négative. Ça veut dire que... alors, normalement, c'est la source qui fournit la puissance. La puissance est fournie par la source. Mais à un moment donné, le récepteur, qui est générateur, deviendra aussi... comment on appelle ça il y aura une inversion des rôles. Voilà, la source va renvoyer de l'énergie à un moment donné. La source va renvoyer de l'énergie au générateur. Donc le générateur deviendra un récepteur. Donc là on a le générateur, ici on a le récepteur. Ben, après il va avoir une inversion des rôles. Générateur, récepteur, pour autant que la puissance instantanée soit négative. Si P de T négatif, ça veut dire qu'on a une inversion. Voilà, le générateur, là, le récepteur devient le générateur, il y a une inversion des rôles, et le générateur devient un récepteur. Voilà. Mais quand la puissance est P de T négative, et on peut avoir ça, bon, suivant certaines situations, voilà, on peut avoir ça. Bon, on peut aussi faire en sorte que P de T soit toujours positif. Hein. À ce moment-là, comment on appelle ça, le générateur va toujours débiter sur le récepteur. Mais ça, c'est quand P de T est positif. Alors, on ne peut pas avoir des passages par zéro. Positif, ça veut dire positif et nul. Positif, c'est positif et nul. J'ai pas dit strictement positif. Si vous voulez faire strictement positif, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a toujours moyen de faire toujours quelque chose avec les signaux. Voilà, il faut adapter le signal E de T et I de T tout simplement. En adaptant E de T, I de T, pour avoir une puissance qui est soit positive, négative, qui peut être positive et négative. Voilà. Positive et strictement négative. Ou strictement positif, ou positif, ou strictement négatif. Voilà. Il y a moyen de s'amuser, je veux dire, le tout c'est de bien composer E de T et I de T. C'est de bien composer I de T et I de T. Voilà. Alors, ça c'est la puissance instantanée déjà. Alors, si on étudie la puissance moyenne de cette puissance instantanée, ben, va ressortir que le premier terme. Donc, c'est-à-dire que... Petit instant, j'ouvre la page parce que ici, il prend du temps. Voilà. Alors, je disais que une fois que vous avez la puissance à tout instant t, qui est dépendant de, bien sûr, de E max
Imax sur 2 cos phi moins, alors ici je vous dis que c'est toujours, alors je vais regarder si j'ai pas oublié mon 2, ouais, mon 2 je l'ai bien mis, Emax, Imax sur 2, et là on a toujours un, alors vous remarquez cos cos, hein. Pourquoi? Parce que, pourquoi on a cos moins cos? Vous aurez compris que ça vient de sin fois sin, ça vient de sin fois sin. Pourquoi sin fois sin? Ben, vous avez E de t fois I de t, c'est-à-dire E max sinus oméga t, et je dirais même le 1,5 ici. Hein. Vous avez cos, cos avec le 1,5. E max sinus oméga t plus phi 1, voilà, moins, enfin, multiplié par I max sinus oméga t plus phi 2. Et là, vous voyez que vous avez la multiplication de 2 sinus qui va donner la différence de cosinus avec 1,5 devant. C'est juste ça. Bon, donc, c'est pour ça qu'on a ça. Mais simplement, on retrouve le E max fois I max ici, dans le premier terme et dans le second terme. Voilà. Et je rappelle qu'une puissance en continu, si c'est fourni par un générateur, c'est E max fois I max sur 2. Je m'excuse. C'est en continu, ce sera E, parce qu'il n'y a pas de max là. En continu, il n'y a pas de max. C'est E fois I. Ça, c'est la puissance en continu. Fournie par un P de C. C, c'est continu. Bon, c'est en watts, bien sûr. Alors, maintenant, la puissance pour un, ça c'est pour un générateur, la puissance en continu pour un récepteur, ben, c'est U fois I. Toujours en watts. Voilà. Bon. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ce fameux E max fois I max, ici. Je vous rappelle que c'est un signal variable. Hein. E de t et U de t sont des signaux variables. Donc pour atteindre le max, il est là. Le max, il est là pour E de t. Pour E de t. Et puis, max, il part du 0, par exemple. Par exemple, hein, s'il y a une phase initiale nulle, et puis il augmente, il croît avec des valeurs positives, puis il arrive à un maximum, puis il décroît, voilà, il arrive à 0, puis ici c'est des valeurs positives, voilà, il décroît avec des valeurs positives, puis il décroît avec des valeurs négatives, il arrive à un minimum, puis il recroît avec des valeurs positives. Bon, ce qui veut dire que c'est variable. Puis constant, si ça c'est constant, ben, là on a voilà, une composante continue de puissance. On aura P de t est égal à une puissance voilà, continue. C'est une valeur continue. C'est-à-dire que la seule... ouais, j'ai oublié d'écrire le restant là-bas. Je m'excuse. La seule variation dépendra de celui-là. 2 oméga t. Petit instant, parce que ici, j'ai des petits blocages. Au niveau... Voilà. Alors, je disais,
ce signal-là, il va être monté à la hauteur de la composante continue ici. C'est-à-dire que vous allez avoir le signal par rapport aux t. Si j'en fais la moyenne, ben, la moyenne du signal qui est comme ceci, qui est celui-là, ben, il vaut 0. Donc, c'est-à-dire que là, la même quantité d'air là que là, la même quantité d'air là que là, bon, l'air elle est la même. Donc si vous faites, c'est une air positive, une air négative, si vous faites la somme des airs, ça fait 0. Donc ici, la moyenne, euh, la puissance moyenne, je vais réécrire. P de t est égal à... alors lui, il est déjà constant. Le terme ici, c'est une puissance continue qui est constante. Elle est indépendante du temps. Max fois I max sur 2 cos phi. Moins une puissance P1 de t, voilà, qui est E max fois I max sur 2 fois cosinus 2 oméga t plus phi 1 plus phi 2. Eh bien, si je calcule en moyenne, E max fois I max sur 2 cos phi, puisque celui-ci vaudra 0 en moyenne. La moyenne, elle vaut 0. Donc on aura moins 0 si vous voulez. Voilà. Et donc, ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le... euh, c'est la puissance active. La puissance active, qu'on appelle la puissance, c'est une puissance moyenne, hein, je viens de le dire. C'est une puissance moyenne. Bon, je ne peux pas continuer comme ça si chaque fois ça me bloque l'écriture. Bon, je vais essayer d'écrire avec les écritures ici. Il y a un petit problème, je suis bloqué par l'informatique, il y a quelque chose qui me bloque. Bon, enfin bref, je vais essayer d'écrire comme ça. La puissance moyenne, c'est égal à la puissance active qui est égale à la puissance wattée, c'est-à-dire en watts,
petit instant, je vais vite régler un petit problème informatique parce qu'ici. Donc, je disais, je recommençais cette écriture. À mon avis, il y a un chargement qui se fait en arrière-plan, c'est juste ça. Et c'est pour ça que il me bloque, il me donne pas la main. Bon, maintenant, normalement, je dois l'avoir. Donc, on a la puissance moyenne est égale à la puissance active est égale à la puissance réelle. Tout ça, c'est la même chose. Et c'est égal à la puissance wattée en watts. Et c'est cette puissance qui est E max fois I max sur 2 fois cosinus phi. Donc, il dépend du déphasage des deux signaux. Voilà. Alors, je vais l'appeler ici puissance wattée hein, ou puissance active. Ouais, donc, puissance wattée, je vais l'appeler PW. C'est la puissance active, puissance réelle, puissance moyenne. Donc, est égal à E max fois I max fois 1 sur 2 cos phi. Bien sûr, cos phi est compris entre 1 et moins 1. Mais si vous le prenez en valeur absolue, le cos phi est compris entre 0 et 1. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle... Bon, ça, c'est le facteur de puissance pris en valeur absolue. Cos phi, c'est ce qu'on appelle le facteur de puissance. Alors, ça s'exprime bien sûr en watts. C'est en watts. En watts. Bien sûr, en watts pour autant que la tension, enfin la force électromotrice en volt, le courant en ampères. Et cos phi, il n'y a pas d'unité. Phi, c'est bien sûr, c'est le déphasage. Si, c'est en radian. Le phi, c'est en radian, mais cosinus phi, il n'y a pas d'unité à ça. Les phases initiales sont en radian. Voilà, le déphasage est en radian, mais cos phi, il n'y a pas d'unité. C'est un facteur de puissance que compris entre 0 et 1, tout simplement. Alors, le facteur de puissance, comme je l'ai dit, c'est un nombre abstrait dont la valeur absolue est compris entre 0 et 1. Et alors, on peut trouver sa puissance, la puissance réelle maximum et la puissance nulle. Alors, la puissance active, ou la puissance wattée, ou la puissance réelle, ou la puissance moyenne, elle sera max. On aura P watt max, P watt égale à 0. Là, c'est quand phi, là, phi égale 0, et là, phi égale pi demi. Bon, phi égale 0, ça veut dire que phi 1 moins phi 2 égale 0. Ça veut dire que phi 1 égale phi 2. C'est-à-dire les signaux courant et tension sont en concordance de phase. Courant et force électromotrice et courant sont en concordance de phase. Maintenant ici, phi 1 moins phi 2 égale pi demi. Ça veut dire que phi 1 égale pi demi plus phi 2. Ben, ça veut dire que phi 1 est en avance sur phi 2. C'est-à-dire que le courant est en quadrature avant. Non, ça c'est la force électromotrice, je m'excuse. Phi 1 c'est la force électromotrice. Oméga t plus phi 1 sinus max E de t. Voilà. Donc la force électromotrice est en avance sur le courant, mais de 90 degrés. Donc courant et tension sont en quadrature, mais on va dire la force électromotrice est en quadrature avant. En quadrature avant. Pourquoi? Parce que phi 1 est plus grand que phi 2. Phi 1 est plus grand que phi 2.
Donc la force électromotrice est en quadrature avant sur, on va dire, le courant. Et donc là, à ce moment, le générateur fournit de l'énergie au récepteur pendant, on va dire, un quart de période, mais le récepteur rend l'énergie reçue au quart de période suivant, de sorte que la puissance moyenne, dans ce cas-ci, réelle, est nulle. Alors, en quadrature. Alors maintenant, on ne travaille pas avec des valeurs max, je vous le dis tout de suite. On ne travaille pas avec des valeurs max. On travaille avec des valeurs efficaces. Alors je rappelle que vous pouvez mesurer à l'aide d'un appareil de mesure. Il y a des appareils de mesure de valeurs efficaces. En courant alternatif, vous mesurez avec des valeurs efficaces. Maintenant, on peut le faire avec un oscilloscope. Vous mesurez la valeur max. Ayant le max, la valeur max, c'est toujours égal à racine de 2 pour un signal alternatif. Hein. Attention, pour un signal alternatif, valeur max fois la valeur efficace. Attention qu'ici c'est valeur. Hein. V pour valeur. C'est pas une force, c'est pas une tension, c'est une valeur. C'est peut-être un courant ou une tension, peu importe. Alors si c'est un courant, il faut une résistance, le câble avec une résistance. On va pas avoir l'image d'un courant. Donc, mais il existe des voilà, des appareils de mesure qui mesurent le courant alternatif en valeur efficace. Ici, c'est V pour valeur efficace. Valeur efficace. Alors, ces valeurs efficaces, c'est la tension, le courant. On peut mesurer une tension en courant alternatif en valeur efficace ou un courant voilà, en valeur efficace. Alors, il existe aussi, bien sûr, des appareils voilà, en courant continu. Et alors, il y en a qui font les deux. Il y en a qui mixent les deux. Ils font la mesure en courant continu, en courant alternatif. Ils font les deux. Mais il existe aussi des appareils complètement qui font que du continu. Alors, ce qui fait continu et alternatif, généralement, c'est des appareils numériques. Des appareils numériques qui font alternatif continu. Alors, en analogique, on retrouve des appareils bons alternatifs et des appareils continus. Alors, ceci étant dit, donc on travaille avec les valeurs efficaces. Et donc, comme j'ai dit, si je prends la force électromotrice max, c'est racine 2 fois E efficace. Et Imax, racine 2 fois I efficace. Dans ce cas-là, Emax est toujours plus grand que E efficace, hein, je vous rappelle. Et là, comme racine 2 est plus grand que 1, donc Emax est toujours plus grand que E efficace. Donc vous ne savez pas vous tromper. Emax est toujours plus grand. Emax est maximum. Donc c'est plus grand que... par exemple, vous avez une tension de 220 volts. Eh bien, qui est la tension efficace ici entre les deux? Ben, c'est lui, U efficace. Et lui, c'est U max. Pourquoi? Parce que la tension maximum est toujours plus grande que la tension efficace. À racine 2 fois plus grand, voilà. Qui vaut 1,4 environ. Donc, eh bien, maintenant, je vais l'exprimer en valeur efficace. Je vais l'exprimer en valeur efficace. Alors, partons donc la puissance fois T. La puissance fois T, ou réelle, ou active, ou moyenne, c'est E max fois I max, le tout sur 2 fois le facteur de puissance, cosinus phi. Sachant que E max, il vaut racine 2 E efficace. Et que I max vaut racine 2 E efficace. I efficace. Mais j'écrirai puissance fois T devient racine 2
E efficace, fois racine 2 I efficace, le tout sur 2 cos phi. Et alors racine 2 fois racine 2, ça fait 2, et 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc il va rester E efficace fois I efficace fois le cosinus de phi. Voilà, et là j'ai la puissance wattée. Et donc ça c'est la puissance wattée. Et on reconnaît quelque chose plus ou moins en continu, parce que voilà, en continu, on a U fois I, hein, ou E fois I. Si c'est un générateur, la puissance vaut E fois I. Voilà, puissance. Si vous voulez faire une analogie, ça c'est en continu. Et donc là, c'est E fois I aussi. Mais efficace. C'est qu'il y a juste un facteur de puissance ici à prendre en compte, parce que ça dépend aussi du déphasage. La puissance wattée dépend du déphasage. Alors, s'il existe maintenant, je vais arriver au triangle des puissances. J'ai déjà une puissance qui est réelle. Je vais mettre une puissance qui est, on va dire, complexe. Vous aurez compris que c'est sur un axe complexe, la puissance réactive. La vraie puissance, bon, qui est, parce que l'autre puissance, elle est abstraite. Hein. Elle dépend des composants, certains composants, comme le condensateur, et, voilà, et la self, qui vont engendrer de la puissance réactive. Et donc des puissances complexes. Mais enfin bref, ici je parlais en termes de puissance réelle, qui est puissance active, et de puissance, on va dire, réactive. Donc PW, je l'appelle PA, puissance active. Et l'autre, je l'appelle puissance réactive, qu'on peut appeler aussi PQ, la puissance réactive. Bon, alors, moi ici je vais prendre PA pour active et réactif. Bon, la puissance active, ben, je vais de la voir. C'est efficace fois I efficace fois un cosinus phi. Alors, la puissance réactive, c'est la même chose, simplement avec un sinus phi. Ça veut dire que, ici, le cosinus phi, il y a un cosinus et un sinus. Je vous rappelle que la mesure d'un cosinus, c'est sur l'axe des x. Voilà, c'est sur l'axe des x. Et la mesure d'un sinus, un sinus, c'est une projection sur un axe y et l'autre sur un axe des x, pour le cosinus. Le cosinus, c'est une projection sur l'axe x. Donc celui-ci, il va se mettre sur un axe x, qui est un axe de référence 0. Voilà, ce sera un axe de référence 0. Voilà. Donc, si j'écris ceci en puissance, j'aurai une puissance active et sur y. Alors ça, c'est une puissance active, ou si vous voulez, une puissance wattée, qui va se mesurer en watts. Voilà, en watts. Alors ça, sur l'axe x, vous considérez que c'est un axe x, qui est de puissance réelle, et puis après on va mettre voilà, une puissance réactive, qui va se mettre sur l'axe des y. S'il y en a une, bien sûr, hein, il n'y en a pas forcément toujours. Hein. On peut avoir voilà, un système où on n'a pas de réactif, on a uniquement de l'actif. Et donc là, vous avez une puissance réactive, ou puissance qu'on appelle déwattée. Elle est déwattée. Et celle-là, ben, elle se mesure en var, c'est-à-dire en volts, ampères, mais réactif. Volts, ampères, réactif. C'est des volts, ampères réactifs. Alors, on peut fermer les deux. On peut fermer le triangle. C'est pour ça que je vous avais dit triangle de puissance tout à l'heure. Je peux le fermer comme ceci. Et là, on a une nouvelle puissance, qui est une puissance apparente. C'est une puissance apparente. Et bien sûr, c'est la puissance
watté au carré, plus, c'est du Pythagore, plus une puissance d watté au carré. Ce qui veut dire, si je fais le petit calcul ici, puissance apparente, c'est égal à... alors ici, je vous rappelle que c'est E efficace, I efficace, cos phi. Là, c'est E efficace, I efficace, sin phi. Alors, si vous faites le calcul, racine carrée de E efficace, I efficace, cos carré phi, ça c'est pour la puissance wattée au carré, cos phi au carré, plus E efficace, I efficace, fois sinus phi au carré. Bon, si je fais le calcul là-bas, on aura E efficace au carré fois I efficace au carré plus 20 fois cos carré phi, E efficace au carré fois I efficace au carré sin carré phi. Si vous additionnez, vous mettez E efficace au carré, I efficace au carré. Alors là, vous avez sin carré phi plus cos carré phi. Et ceci, ça fait 1. Voilà. Donc, vous allez avoir racine carrée de E efficace au carré, I efficace au carré, ce qui fait E efficace fois I efficace. Et là, on retrouve ce qu'on a un petit peu en continu. On a U fois U en continu. Ici, bon, on a... voilà. Donc, si je réécris, on aura une puissance suivant l'axe des X, une puissance suivant l'axe des Y, E efficace fois I efficace, sinus phi, qui est la puissance déwattée ou puissance réactive, qui se mesure en volt-ampère réactif. Là, on aura une puissance active ou une puissance wattée équivaut E efficace fois I efficace avec le facteur de puissance, ça c'est le facteur de puissance, qui va se mesurer en watts. Et donc je vais refermer le triangle des puissances. Par une puissante qui est apparente, qui est la somme des deux. Donc la puissance apparente est égale à E efficace fois I efficace, qui lui va se mesurer en volt-ampère, tout simplement, volt-ampère. Parce qu'ici c'est des volts fois des ampères. Ici c'est aussi des volts fois des ampères, mais réactif, c'est du réactif. Et ici c'est des watts, on va dire que la puissance réelle, ce sont des watts. Alors maintenant on peut jouer avec des nombres complexes. Si on met des nombres complexes, celui-ci on va le mettre dans un axe réel, voilà, et là dans un axe imaginaire. Et donc la puissance apparente n'est rien d'autre que la puissance wattée au carré, plus la puissance déwattée au carré. Donc j'écrirai
la puissance apparente égale puissance watté au carré plus la puissance déwatté au carré, ou je peux l'écrire puissance active au carré plus la puissance réactive au carré. La puissance apparente, c'est aussi la puissance réelle plus la puissance imaginaire, bien sûr, au carré. Voilà. Voilà. Et vous pouvez écrire aussi la puissance apparente est égale à voilà, une puissance moyenne au carré, plus à ce moment-là, vous rajoutez soit puissance déwattée au carré, puissance réelle au carré, ou puissance, ici je m'excuse, c'est réactif, R de réactif, et puissance, ici, imaginaire au carré. Voilà. Là, vous avez le choix. Vous avez le choix. Donc vous voyez que les écritures elles sont diverses et variées. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout les unités. Les unités. Là, on sait bien qu'on a un facteur de puissance. Alors, je rappelle ici, ce sera en watts. C'est mesuré en watts. Celui-ci, il est mesuré en volts ampères réactifs. Et celui-là, il est mesuré en volts ampères. Voilà. Et donc, un électricien doit bien connaître ce triangle de puissance. Voilà, pour ne pas, je veux dire, faire d'amalgame sur les puissances. La première des choses qu'un électricien doit savoir, au niveau courant alternatif, bien sûr, parce qu'ici, c'est un domaine qui correspond non pas le courant continu, mais le courant alternatif. Alors, soit on étudie le courant continu, soit on étudie le courant alternatif, ou soit on étudie, je veux dire, les deux. Parce que pourquoi on étudie le courant alternatif? Parce que le courant alternatif, on le retrouve assez fréquemment, c'est juste pour ça. Et le courant continu aussi. C'est deux mondes où on retrouve assez souvent. En électricité, en électronique, on retrouve du continu ou de l'alternatif. Quoi qu'il y a toute une panoplie de signaux. Les signaux, voilà, on peut calculer des signaux de ce qu'on veut. On peut avoir des triangles, des rectangles, des carrés, des signaux triangulaires, des rectangles, des carrés. On peut avoir toutes sortes de signaux, même des signaux un peu composites. Comme en télévision, on retrouve beaucoup de signaux composites. Avec beaucoup d'informations dans les signaux composites, composés voilà, d'images, voilà, avec du son et des codes, etc., etc. Mais je veux dire, ça, ce sont des signaux composites qui sont complexes. Enfin, quand je dis complexes, c'est je veux dire qu'ils sont, voilà, et qui contiennent de l'information. Ils font un peu n'importe quoi comme forme. On va dire ça comme ça. Mais c'est pour vous dire que courant continu et courant alternatif, c'est fort utilisé. C'est fort utilisé. Donc, connaître les bases de l'électricité, c'est au moins connaître le continu et l'alternatif. Et donc, une des premières choses qui est demandée en alternatif, ce sont les puissances. Ce sont les puissances. Ouais, parce qu'un électricien, s'il ne sait pas ce que c'est que une puissance, ouais, on va se poser des questions sur ses compétences. Donc, la première chose qu'il doit savoir, c'est les puissances. Savoir discuter sur les puissances. Donc, il y a trois puissances. Et il doit les distinguer, watts, var et volt-ampère. Et ça, un technicien est obligé de savoir ça. Un technicien en électricité ou en électronique, bon, la première des choses qu'on lui demande, ben c'est ça. Il y a même des tests qui se font, je veux dire, en industrie. La première question qui est posée, c'est le triangle des puissances. On se demande si c'est distingué, voilà, une puissance wattée d'une puissance déwattée, voilà, d'une puissance apparente. En industrie, on demande des petites questions qui peuvent être posées en test, on va dire, de connaissances. Ben, on peut avoir ce genre de questions. Donc un électricien ne peut pas, je veux dire, outrepasser cette question, voilà, voilà, des puissances alternatives. Alors, sachez qu'il y a une quatrième puissance, il ne faut pas oublier qu'il y a une quatrième puissance, qui est la puissance que j'avais vue au départ. Voilà, P de T, puissance instantanée. Ben celle-là, bon, on peut la regarder avec un ordinateur, etc., etc., etc. Par exemple, dans l'étude d'un alternateur, qui débite, on veut faire l'étude d'un alternateur, on débute, on regarde s'il débite bien, si tout se passe bien au niveau de l'alternateur, voilà. Mais
En gros, c'est ces trois puissances-là qu'il faut connaître. Je vous remercie.